start to play off. Newton steps up, throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 94e épisode du Poundcast. Une émission exceptionnelle aujourd'hui, exceptionnelle pour deux raisons. La première, c'est bien évidemment que je suis accompagné du seul et de l'unique Franz. Bonjour Franz, comment ça va ? Salut Guillaume, salut tout le monde. Bah écoute, ça va bien puisqu'on a un match à regarder samedi. Donc c'est pas mal, la saison n'est pas terminée pour nous. Eh oui, et c'est ce qui rend la deuxième raison qui rend cette émission exceptionnelle, c'est que pour la première fois de l'histoire de cette émission, on enregistre un Poundcast de playoff, puisque en ce 8 janvier, je crois qu'on est, pour la première fois, le 8 janvier, les Panthers ne sont pas en vacances. La faute à une qualification en playoff, comme tu le dis, acquise de manière rocambolesque, je pense qu'on peut le dire. Et on avait laissé donc nos Panthers en semaine 16, enfin après la semaine 16 et sur une victoire face aux Bucks, en tête de la division. Et depuis ça, il y a eu trois occasions pour les Panthers de se qualifier. Une première en semaine 17, où il fallait compter sur une défaite des Bucks à Miami, puis une victoire des Panthers face aux Seahawks. Alors on a bien eu la défaite des Bucks à Miami, chose qu'on n'attendait pas trop, mais elle est arrivée. Malheureusement, défaite des Panthers face aux Seahawks, donc on a loupé le coche là-dessus. Il y avait une occasion de se rattraper la semaine d'après face à ces mêmes Buccaneers en allant gagner à Tampa, mais c'était loupé aussi, puisque les Panthers se sont inclinés en Floride sur le score de 16-14, et il est resté une troisième option, sortie du diable Vauvert, pour employer une expression de mes grands-parents, puisque il y avait une infime possibilité que si les Falcons gagnaient tous leurs matchs jusqu'à la fin de saison, eh bien les Panthers seraient champions de division à égalité avec les Bucks et les Falcons, et c'est ce qui s'est produit. Et je ne sais pas si tu te souviens, quand Tu l'as annoncé. je l'avais annoncé, quand j'avais vu apparaître la truc il y a 3 semaines de ça, en disant que c'était la seule façon pour que cette division soit réglée. Voilà, il n'y avait pas une façon plus NFC South de régler que cette égalité à 3 équipes à 8-9, et c'est ce qui s'est produit. Alors, on va dire un mot rapidement des deux matchs, mais est-ce que ce qu'on retient, c'est juste la qualif ? Il faut retenir que ça. Comme je l'ai tweeté il y a pas longtemps cette semaine, oui, c'est pas très beau, bien entendu. Avoir un score, enfin un record négatif quand tu vas en playoff, c'est pas forcément très glorieux. Mais quelque part, si on arrive à se qualifier en playoff avec un record négatif, c'est pas tant de notre faute. Nous, le 8-9, on l'avait annoncé, on avait dit ça allait être 8-9 ou 9-8. C'est un peu le bilan d'une progression pour cette équipe. On y est allé, on l'a fait. Maintenant, si les autres sont trop mauvais pour ne pas nous passer devant, on va pas se faire prier non plus. Donc oui, il faut retenir la qualif. Je l'avais dit il y a 3 semaines, la qualif est d'autant plus importante que non seulement c'est la première depuis 10 ans et que du coup c'est la première de ce Poundcast et que c'est important pour les fans, c'est important pour la franchise en elle-même d'avoir un vainqueur de division un peu différent de ce qu'on a eu dernièrement, mais c'est surtout important pour la franchise déjà d'un point de vue financier. Un match de playoff, ça rapporte pas la même chose. Et puis, c'est important pour les joueurs. C'est de l'expérience acquise. On a une équipe jeune, tu l'as répété toute la saison, avec un quarterback qui se cherche encore un petit peu. C'est le genre de match qui doit donner de l'expérience inestimable pour le reste d'une carrière. Et puis, un match de playoff, l'air de rien, quand certains free agents vont se poser la question entre une franchise et une autre, celle qui est allée en playoff et qui a gagné une division, elle attire un petit peu plus.
Donc, un match en play-off, c'est extrêmement important, quelle que soit la manière, quel que soit le chemin emprunté. L'important, là, pour le coup, c'est la destination, hein, c'est pas le chemin. Oui, et puis comme tu le disais, ça vient, c'est un petit peu une cerise qui vient sur toute cette progression qu'on voit depuis Oui, l'arrivée de Canales. Comme tu le rappelais, c'était pas forcément dans les plans au début. On est en termes de bilan là où on pensait être. Après, ben voilà, ça vient en supplément et on va pas bouder notre plaisir, même si c'est vrai que ben voilà, la façon d'y arriver est pas forcément la plus courante et la plus commune. Mais voilà, on y est. Malgré donc une défaite face aux Seahawks en semaine 17. Alors, un match qui était compliqué, hein, notamment offensivement. Bryce Young qui finit avec seulement 54 yards à la passe, un TD au sol quand même. Mais c'est vrai que la défense de Seattle était très solide. Les conditions météo aidaient pas non plus beaucoup, hein. Darnold en face, il fait un peu mieux, mais c'était pas folichon non plus. Donc c'est vrai qu'en termes de quarterback play, c'était pas le match de l'année. Est-ce que tu as retenu quelque chose de ce match quand même, ou il qu'est-ce que tu faut, en faut retiens? retenir le 3-3 à la mi-temps et la défense. Il faut retenir 3-3 ou 6-3, je sais plus. Je crois que c'était 3-3. Ouais, 3-3 à la mi-temps, c'est ça qu'il faut retenir parce que euh, on savait que les Seahawks c'était une très grosse défense et que c'est peut-être top 3 meilleure défense de la NFL aujourd'hui. Euh, et que notre ligne offensive, ça s'est vu, a extrêmement souffert face à cette défense. Donc Bryce Young a été mis dans de très mauvaises conditions. Et j'ai presque envie de dire, pour une fois, parce que pour le coup, la ligne offensive a été plutôt solide tout le long de la saison. Mais il faut retenir le fait qu'on a provoqué des turnovers, qu'on a été agressif, qu'on a eu, j'ai trouvé dans cette première mi-temps un peu ce Carolina un peu à l'ancienne, un peu dur sur l'homme, un peu agressif, le keep pounding mentality qui était vraiment présent dans ce match et qui m'a plu. Après, la meilleure équipe est passée devant et au final, ça s'est joué au quatrième quart-temps où il y a eu un coup d'accélérateur des Seahawks et nous, on n'a pas su répondre. Voilà. Est-ce qu'il y a plus à retenir que ça? On pourrait aller plus loin en disant, est-ce que c'est encore Canales qui se fait outcoacher? Est-ce que c'est Giro Evero qui s'est pas adapté? Est-ce que c'est la défense qui s'est essoufflée parce qu'elle est trop longtemps sur le terrain, encore une fois, parce que l'attaque n'arrive pas à avancer? Il y a certainement un peu de tout ça. Mais s'il y a un truc à retenir de positif, parce que là maintenant on parle des playoffs, donc on va vers l'avant, le truc à retenir du match des Seahawks, moi je pense, ça reste quand même la défense et notre capacité à provoquer des turnovers. Ouais, je te rejoins globalement. Je vais pas redire tout ce que tu viens de mentionner de manière excellemment claire. Euh, le match face aux Bucks dimanche dernier, donc une défaite 16-14. Là encore, des conditions météo. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu un match sous une telle tempête Surtout en première mi-temps, ouais. la première mi-temps, c'était vraiment. Tu vois, quand tu vois Baker Mayfield rentrer au vestiaire, il est trempé. Même l'eau, t'as l'impression, elle a transpercé sous le casque tellement il est mouillé. Ouais. Donc c'est une défaite 16-14. Là, pour le coup, un bien meilleur match de Bryce Young. Il termine à 24 sur 35, 266 yards, 2 touchdowns, une interception, 9 receveurs différents avec une target. Et pour le coup, zéro aide au sol, hein, puisque j'ai listé Dowdle et Hubbard, ils font 20 yards à eux deux en 10 courses. Euh, donc est-ce que de la même manière que enfin, je vais pas dire tu excuses ou tu expliques les seulement 50 yards à la passe face aux Seahawks, est-ce que les 260 yards sur ce match-là, c'est uniquement la défense des Buccaneers qui a pris l'eau, c'est le cas de le dire dans ces conditions, ou alors il y a un peu plus à retenir? Bah, j'ai hâte de t'entendre aussi là-dessus. Tu l'as dit un peu, le manque de jeu au sol, il est criant et il est symptomatique d'une offense qui n'arrive pas à aller d'un match à un autre. Dans cette saison, on aura tout vu.
On aura vu plus de 400 yards de Bryce Young, on aura vu plus de 200 yards 2 fois d'un running back, on aura vu un match à... Combien t'as dit de yards à la course 10... 20, combien on 20 fait? sur celui-là, 20 On yards. fait 14. Ah oui, 20 yards en tout. 20 19 yards yards en à tout. 2, ouais. Voilà, Ils font mon Dieu, 12, mon Dieu. 12 et 7, je crois, un truc comme ça. Et c'est même pas à 2, parce que je crois qu'il y a les yards de Bryce Young dedans en plus. Donc c'est catastrophique. Donc on aura tout vu, finalement, de cette offense. C'est quand même très très dur pour Bryce Young d'arriver à installer son jeu quand le jeu à la course n'est pas en place. Là, il a fait ce qu'il a pu. Il a raté des choses, encore une fois. Et je trouve que Canales a montré ses limites. Alors, ça va être un peu dur, hein, mais je ne suis pas en train de dire qu'il est fini, hein, pas du tout. Mais il a montré ses limites que, d'ailleurs, je crois qu'on a dit plusieurs fois cette saison. Dès qu'on est pas devant, mais pas loin derrière, tu as l'impression qu'il a un cahier de jeu. Je prends pas le risque. Dès qu'on est largement devant, c'est le cahier de jeu. J'ai peur, je garde le score. Et dès qu'on est largement derrière, ah vas-y, là j'y vais, je joue. Et quand là j'y vais, je joue, notamment le drive incroyable où il donne du rythme à Bryce Young et Bryce Young distribue, envoie downfield, ça se passe tout de suite beaucoup mieux. Donc moi, c'est vraiment un truc que je reproche à Canales. Euh, il sait pas prendre des risques sans qu'on le force à prendre des risques. Et moi, je me mets à la place de Bryce. Je vois pas de running back performer. Je comprends pas que si mon quarterback a envie mon coach a envie que l'on gagne maintenant ou s'il a envie de tenir le score. Donc je suis un peu in between. Donc je joue in between. Et en fait, c'est ça qui moi m'embête un petit peu sur ce match. Et, et je sais pas, toi, où tu vois la faille offensive. Est-ce que tu la vois côté coaching, côté Bryce Young, côté ligne offensive, côté running back? Bah, évidemment, côté running back, c'est un peu facile de le dire, mais. Bah, sur ce Et, match-là, oui, c'est sûr que c'est un peu facile de tomber sur les running backs. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on a eu des matchs avec Dowdle qui fait 2 fois 200 yards. Donc c'est vrai, il y a un vrai grand écart. Euh, et c'est vrai que je te rejoins sur ce point euh, je me mets à la place de Bryce Young. Et c'est vrai que ça doit être un peu perturbant quand même de, entre guillemets, de pas savoir sur quel pied danser et de jamais être certain ouais, de trop savoir ce qu'attend le coach. Euh, Après, ce que moi je retiens de ce match, c'est quand même que pour un quarterback où on a dit plusieurs fois dans l'année, nous et d'autres, qu'il avait besoin d'un running game pour être performant, pour pouvoir faire quelque chose et tout, bah là il sort. Alors, tu vas me dire, ça se finit par une défaite, ok, mais il sort un match très correct d'un point de vue statistique et même dans ce qui s'est dégagé de son jeu. Et pour le coup, il avait vraiment pas de running game. Ce que j'espère secrètement, c'est que cette qualif en playoff, quoi qu'il advienne du match face à Saint-Louis, je suis resté quelques années en arrière face aux Rams, quel que soit le résultat, j'aimerais que ça provoque un déclic aussi bien chez Bryce que chez ouais. Canales, tu vois, pour entre guillemets venir valider le fait que le process est bon, qu'on peut, j'allais dire, valider cette étape et commencer à raisonner bah, justement un peu plus en confiance, un peu plus maître de ce qu'on veut faire, pour dire, bah voilà, ça, on va dans le bon sens, ça, c'est acquis, entre guillemets, on peut faire ça. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin et faire ça en plus, quoi. Bah, si on reste sur Bryce 2 secondes, oui, admettons, on a une défaite, mais il affiche des chiffres de ce genre sans montrer de la peur, en ayant une confiance et en se disant I belong here. Ok. Néanmoins, il y a, c'est sans regarder quelques petits détails parce que moi, dans ce match, il m'a inquiété quand même 2, 3 fois.
L'interception, elle est pas jolie. Alors, elle est très très bien défendue, mais il est en retard dans sa passe et puis il est sur la mauvaise épaule. Plusieurs fois, il a fait des passes sur la mauvaise épaule. Soit ça a été capté euh, parce que le receveur a été très bon, soit ça n'a pas été capté et ça a été danger. Euh, sur l'action du touchdown de Coker, juste avant, il y a une passe en profondeur vers Macmillan qui nous amène dans la zone rouge. Cette passe, elle est 3 mètres, elle est 2 mètres en avant, là où elle devrait être en fonction de la course de son receveur, c'est touchdown. Elle est trop en arrière. C'est Macmillan qui doit se stopper et qui doit la prendre derrière. Alors on va me dire, oui, mais t'en fais pas, il y a eu quand même touchdown après. Bah oui, mais il y a eu touchdown à combien de temps de la fin du match versus touchdown à ce moment-là? Parce que s'il y a touchdown à ce moment-là, c'est pas 1 minute 50 qui reste aux Bucks prêt pour faire leur drive. C'est près de 3 minutes. Parce que entre le moment où il fait sa réception, Macmillan, déjà, on met un temps fou à se mettre en place. Ça m'a rendu dingue dans le live. On met un temps fou à se mettre en place. Et puis, je crois qu'on rate 2 plays. On fait 2 incomplètes, il me semble, avant de lancer sur Coker. S'il y a touchdown avant, on peut mettre la pression plus tôt sur les Bucks et avoir plus de temps après pour essayer de passer devant. Donc, juste une passe qui a 2 mètres d'être bonne change énormément de choses sur la fin sur le scénario de fin. Et en fait, c'est un tout petit peu ça encore qui m'inquiète avec Bryce Young, c'est que tu ne regardes pas le détail. Ouais, c'est cool, c'est bien, c'est du Bryce Young, ça nous va très bien. Mais quand tu regardes l'importance qu'il y a dans certains de ces jeux, même réussis, tu vois que son imprécision ou son incapacité parfois, et je suis d'accord avec Kurt Warner, à mettre le pied au sol, à vraiment s'ancrer pour faire la passe et avoir le bon rythme et la bonne vélocité, quand ça arrive à de mauvais moments, eh ben, ça a un impact sur le match qui est quand même très très fort et beaucoup plus qu'on ne le voit dans les statistiques. Ouais, et puis c'est vrai que cette histoire de précision, de passe trop en arrière ou sur la mauvaise épaule, pour le coup, c'est pas la première fois de la saison Non. qu'on le mentionne, et ça va être un des points à corriger vraiment pour la suite. Et l'interception, comme tu le dis, moi, je l'avais dit sur le Discord à ce moment-là, mais en fait, la plupart des interceptions qu'il a lancées cette année, en fait, tu les vois dès qu'elles partent, quoi. Ouais, Au moment où il lance sa balle, tu dis, ça, celle-là, elle est interceptée, quoi. C'était le cas, ouais. moi, je me rappelle celle à San Francisco dans la red zone. C'est pareil, au moment où la balle part, tu dis, ok, c'est intercepté. Celle-là, tu la vois venir aussi, quoi. Parce qu'elles sont vraiment, elles sont trop en hauteur, trop tard, trop molles, enfin, Ouais. voilà, c'est vraiment, ça laisse du temps aux défenseurs et tu la vois arriver, quoi. Mais l'inverse existe aussi. Quand il envoie la balle à Macmillan en profondeur, elle est en l'air, tu sais elle va arriver. En fait, c'est marrant hein, avec ce mec, hein, c'est que tu sens que tu peux faire un close-out sur lui et tu zoomes sur lui et au moment où il envoie le ballon, tu sais si elle est bonne ou pas bonne. C'est assez dingue. Mais Kurt Warner disait, est-ce que c'est en troisième année NFL que tu corriges un jeu de jambes de ce type, ce manque d'ancrage et tout, c'est pas sûr. Va falloir que tu joues avec ça. Personne n'a corrigé Patrick Mahomes. C'est pas le meilleur jeu de jambes au moment des lancers, hein, lui. Hein. Et pour autant, il fait des choses que personne ne sait faire. Euh, faut jouer avec ça. Et donc, je reviens avec Canales. Est-ce que c'est le coach qui sait jouer avec Bryce Young? Tu vois, plusieurs fois, on s'est posé la question. Et quand je vois la lenteur de mise en place dans la première mi-temps, encore une fois, pour annoncer les jeux, le huddle, la mise en place, les changements de jeu, les kill, et on y va. Oh là là, qu'est-ce que c'est lent. Et en fait, je trouve que ça va pas avec Brest. Et c'est ça qui m'inquiète un tout petit peu. Et Euh, ça, pardon. ouais, vas-y. Non, Allez, je j'allais t'en dire, prie. et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a mentionné plusieurs fois dans la saison, hein, Hum, ces temps de huddle, là, où tu démarres, enfin, tu te mets en huddle, il reste déjà plus que 10 secondes sur l'horloge, et c'est sûr que ça aide pas ton quarterback à avoir le temps d'analyser une défense et à voir s'il faut changer de play ou pas, quoi. et ouais. Et en plus, tu as une équipe jeune et dynamique. Tu joues sur ce rythme-là, tu joues sur de la vitesse, tu vas les fatiguer, les défenses. Hein. Et les Macmillan, les Cocker, c'est jeune, hein. Ça peut gambader à tout va. Donc, il faut jouer sur ce rythme-là. Et c'est ça qui me dérange un peu.
Et pour terminer sur le coaching staff, je me faisais une réflexion. Autant je trouve que Ejiro Evero est très mauvais sur les premiers drives scriptés des adversaires. La preuve, hein, les Bucks, le premier drive, c'est une symphonie, hein. Ils nous ont ouvert en mille. Et autant il sait super bien s'adapter dans le match. Vraiment. Et c'est Canales, c'est l'inverse. Autant quand il peut scripter le premier drive, c'est souvent très bon. Mais alors dans ce qui est de l'adaptation, c'est toujours difficile. Et je suis c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu, moi, en avançant dans le temps, avec ce coach, encore une fois, qui est notre play caller offensif, c'est sa capacité d'adaptation lors d'un scénario du match, parce qu'il est un peu frileux. Et c'est dommage pour cette jeunesse de ne pas avoir de cojones. Mais on va voir en playoff, peut-être qu'il y en aura. Ouais, peut-être il y a j'avais pas appelé ça un syndrome de l'imposteur, mais il y a peut-être un manque de confiance aussi de se dire qu'il doit prouver parce que on a beaucoup dit, hein, voilà, première année de coordinateur offensif aux Buccaneers, paf, il décroche un poste de head coach la saison d'après, c'est quand même lui qui appelle les jeux comme tu le rappelais, donc voilà, il y a peut-être un petit peu de confiance à prendre de ce côté-là, de la confiance qu'il va sûrement acquérir grâce à ce titre de champion de division, malgré le bilan négatif comme on le rappelait. Et pour la petite histoire, c'est assez sympa de se rappeler que Seattle, justement, avait été champion de division il y a 15 années de ça, avec un bilan à 7-9, et avait passé le premier tour avec le fameux Beastquake de Marshall Lynch face aux Saints. Et cette année-là, dans le coaching staff de Seattle, il y avait un jeune assistant coach qui débutait en NFL et qui s'appelait Dave Canales. Donc voilà, peut-être que ça sera le petit clin d'œil intéressant. Je te propose qu'on boucle sur ces deux matchs-là avec les questions qu'on a reçues des auditeurs. Pas mal de questions du front office, notamment la première, celle de Doug, supporter des Buccaneers, qui avait commenté le match avec toi sur la chaîne du front office et qui nous demande, peut-être un peu amer de son côté, si ça nous gêne pas d'être en playoff alors qu'on a perdu le match pour y aller. On en a parlé rapidement en début d'émission, mais je pense que voilà, on prend la qualif, quelle que soit Alors, la je vais en façon. profiter pour dire deux choses. Déjà, oui, on prend la qualif, bien sûr. Premièrement, il est d'autant plus amer qu'il espérait que la non-qualif en playoff fasse virer son coach, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il a été confirmé pour l'année prochaine. Donc, ça rajoute de l'amertume. Et puis, amertume parce que on n'aime pas le dire tous les deux, hein, mais inconsciemment, il sait qu'il a gagné avec aussi des décisions arbitrales particulière. Et c'est un Poundcast, on essaie d'être le plus objectif possible, mais je suis quand même très surpris qu'aucun média n'ait mentionné le fait qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage absolument terribles lors de ce match, et trois qui sont énormes. Il y a un arrachage de casque non sifflé qui doit nous donner un first down avec en plus 15 yards de pénalité. L'action d'après, une passe interférence offensive complètement dingue sur Macmillan alors qu'il avait fait une réception de près de 30 yards. Il y a une DPI sur Cade Otton alors que c'est lui-même qui se fait son propre croche-patte. Donc il y a des choses, et souvent à des moments très clés du match. Et donc on n'aime pas trop parler d'arbitrage, mais c'est important de le dire. Et donc je profite de la petite question de Doug quand même pour rappeler ça. Il y en a une autre aussi, moi, qui me revient en tête, moi, qui a été reconnue en plus par les arbitres et qui, moi, m'avait Ah rendu oui, fou sur le coup avec le fumble de Bryce Young, puisque c'est ça qui est mentionné. En fait, il fait une passe vers Dowdle. La passe est initialement jugée comme incomplète, mais elle est vers l'arrière. Et du coup, c'est un fumble, mais les arbitres avaient sifflé la fin de l'action. Donc même si Dowdle avait décidé de continuer à courir après avoir récupéré la balle au sol, ben, il n'aurait pas pu puisque c'était arrêté. Et en fait, normalement, les Panthers auraient dû avoir le choix de rejouer l'action. Euh,
parce que la passe vers l'arrière a été vue dans un deuxième temps. Et en fait, les Panthers n'ont pas eu cette option. Et donc, au lieu d'avoir un deuxième et 10 à rejouer, ils se sont retrouvés en deuxième et 16 ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'était encore une erreur. Et c'est vrai que sur ce match-là, il y en a eu quelques-unes, même si, comme tu le rappelles, en général, on ne va pas sur ce terrain-là parce que c'est fluctuant d'un match à l'autre. Une question aussi de GG, toujours du front office, qui nous demande par rapport à la preview, on va y aller juste dans un instant. Les Rams étant globalement supérieurs aux Panthers, quel scénario de match pourrait être favorable pour vous et comment y parvenir? J'ai envie de dire que c'est un Je te petit peu. laisse démarrer. J'ai envie de dire que c'est un petit peu le brief de l'émission du podcast qu'on avait fait en semaine 13, enfin en preview du match de la semaine 13, puisqu'en saison régulière, les Panthers se sont imposés. Sur le papier, ça s'annonce encore une fois très compliqué. Les Rams seront favoris, hein, ils le sont, je crois, 10 points sur les cotes de Vegas. Donc clairement, on est underdog. Il va falloir un gros public, ça c'est sûr, pour mettre une grosse ambiance, faire beaucoup de bruit. Et puis, c'est un petit peu ce qui avait marché la première fois, c'est mettre Stafford mal à l'aise. On a vu qu'il pouvait faire des erreurs. Même le match face aux Falcons, donc que les Rams perdent en semaine 17, il fait 3 interceptions. Donc il peut faire des erreurs, il va falloir le mettre sous pression. Et puis à l'inverse, il va falloir que en attaque, on soit vraiment impeccable pour pouvoir maximiser les points, parce que offensivement, on sait que l'armada des Rams, ça peut inscrire beaucoup de points très vite, quoi. Premièrement, tu parles d'un stade qui va faire du bruit. Il va faire certainement d'autant plus de bruit qu'on vient d'avoir la news que le Keep Pounding Drum, donc le fameux tambour qui est traditionnellement frappé plusieurs fois avant le début d'un match et souvent par soit une célébrité, soit une légende du club. Et pour le premier match en playoff en 10 ans, c'est Cam Newton qui va le taper. Et ça, je peux vous dire que ça va faire un bruit énormissime. Et on est tous ravis. C'est le scénario qu'on voulait tous, donc c'est parfait. Et ça, je pense que ça va faire bien flipper les Rams. Mais tu as parfaitement dit, je crois, moi, au fait que la défense va être présente. Mais il est impossible de limiter les Rams à moins de 25 points. Donc, l'attaque sait qu'elle doit marquer 30 points pour gagner ce match. C'est aussi bête que ça. Et pour marquer 30 points, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà qu'on retrouve notre jeu à la course. Il faut qu'on ait une ligne offensive qui soit absolument impeccable. Il est probable uniquement qu'on ait le retour de Robert Hunt en garde droit. Ce qui pourrait nous aider énormément dans le jeu à la course parce que Austin Corbett, c'est plus ça, là. Depuis 3-4 semaines, il est complètement perdu. Le pauvre, avec Cade Mays, ça ne marche pas très bien. Damien Lewis est en train également de perdre un peu son niveau, peut-être lié à la fatigue. Et donc, un peu de fraîcheur avec le retour de Robert Hunt nous ferait énormément de bien. Donc, il faut asseoir notre jeu à la course encore une fois. Et il va prendre des risques. Et pourquoi il faut asseoir le jeu à la course? Parce qu'en fait, il va falloir jouer en profondeur. On l'a vu. Pourquoi on a gagné le match contre les Rams? Parce qu'on a détruit le backfield défensif des Rams. Emmanuel Forbes a fait des cauchemars de Tetero à McMillan. Je veux qu'il ait peur et qu'il ne dorme pas la nuit précédente parce qu'il se dit « Ouh là là, le McMillan, il va encore me détruire. » Et là, on a vu Coker qui maintenant joue plus sur l'extérieur, qui a vraiment la confiance du coach. Il peut avoir des ballons en profondeur. Il peut avoir McMillan de l'autre côté. Forbes, où est-ce que tu vas le mettre? C'est ça la grande question. Les duels, ils sont là. Mais on ne pourra balancer en profondeur que si on arrive aussi à empêcher une lecture trop évidente, c'est-à-dire en ayant un jeu de course qui fonctionne. Et la clé, elle est là. Il faut marquer 30 points. Et avec aussi du temps, hein. Tu mentionnais la O-line, mais c'est vrai que tout simplement, quand tu veux faire du jeu en profondeur, il faut aussi donner du temps au receveur pour se projeter en profondeur. Et pour ça, il faut que soit la ligne puisse faire le travail de protection sur Bryce Young qu'il faut, ou alors il faudra que Bryce Young puisse extend the play, comme ils disent, avec ses jambes en sortant de la poche par moment s'il le faut. Mais voilà, c'est comme tu le mentionnes, ça va être de toute façon, ça paraît
très improbable que les Rams finissent à moins de 25 points. Et donc, ben voilà, pour s'imposer, il va falloir que l'attaque soit au rendez-vous également. Un mot aussi sur la question d'Alexandre, toujours du front office, qui nous demande notre top 5 joueurs des Panthers cette année. Il précise objectivement, bien sûr, je suis à deux doigts d'être choqué parce que Dieu sait que l'objectivité, c'est la formule, c'est l'ADN de cette émission. Alors j'y ai pas réfléchi, mais je pense j'en vois 3 comme ça qui me semblent à peu près évidents. Meurig, Derrick Brown, Macmillan. Je pense que là, on est raccord là-dessus. On en a 3, oui. Après, il y en a plusieurs. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a apporté Jalen Coker, même s'il n'a pas fait le début de saison qu'on espérait. Mike Jackson aussi, j'ai été très agréablement surpris. Hein, on l'avait moqué pour son interception manquée dans la end zone à Green Bay. Il a quand même fait une très bonne saison aussi. Je ne sais pas si toi tu voyais d'autres joueurs. Moi, je mets les deux DB. Parce que je mets les deux, je mets Jesse Horn et Mike Jackson. J'ai beaucoup hésité avec Christian Roseboom, je te le cache pas. Mais je mets les deux DB parce que les deux sont très complémentaires parce que c'est pour des raisons différentes. Jesse Horn, c'est un shutdown corner. Donc ça veut dire que moins on le voit, le mieux on se porte. Puisqu'au final, d'ailleurs Mike Evans, hein, il a encore une fois fait les siennes au premier drive, et bien après on l'a quasiment plus vu du match. Exactement comme la victoire qu'on avait eue en saison régulière. Et c'est un peu son job à Jesse Horn. Alors que Mike Jax, bah lui justement, c'est lui qui va faire les big plays. Et il en a fait les big plays. Et il fait une deuxième partie de saison qui est fantastique. Et d'ailleurs, c'est le numéro 1 en NFL pour des passes contournées. Et c'est dire, quoi. C'est quand même un mec qu'on a eu pour 10 balles et 1 mars, quoi. Enfin, c'est vraiment pour que dalle. Et c'est un CB2 ultra solide. Il devait confirmer cette saison. Et moi, je suis ravi de l'avoir parmi nous. Et donc, je voulais un petit peu le saluer. Donc, pour moi, il est dans mon top 5. Ouais, je te rejoins après, voilà, comme on disait, moi j'ai hésité à mettre Jesse Horn, c'est vrai, j'ai bien aimé aussi Trevin Wallace, qu'on voit plus depuis 2 semaines parce qu'il a été sur la liste Pas des assez, blessés, mais voilà. voilà. Pas assez de matchs. Voilà, c'est pareil, il a manqué quelques matchs, mais voilà, globalement, je pense qu'on répond bien à la question d'Alexandre. Une dernière question de Izu qui nous demande si Bryce Young se loupe totalement sur le match de playoff. Est-ce que selon vous, cela peut influer sur la décision de son option de 5e année ou pas? Donc là, Bryce Young, donc il est en fin d'année 3. Il va jouer sa 4e année l'année prochaine, mais au mois de mai, avant le mois de mai, il faut activer ou pas son option de 5e année. Moi, je pense qu'elle est déjà actée, hein. Elle va être activée sans aucun souci. Et je ne pense pas qu'une mauvaise prestation samedi change quoi que ce soit à la donne. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Déjà, une mauvaise prestation de Bryce Young, moi, m'inquiétera beaucoup. Alors après, il faudra voir dans quelles conditions il fait une mauvaise prestation, bien sûr. Je pense aussi que c'est déjà acté d'activer sa 5e année. Sa 5e année, mais bon, sa 5e année, elle va impliquer un chèque de combien? C'est autour de 25, je crois. 25, Ouais, quelque chose comme c'est ça. 24,6, j'ai l'impression. Donc oui, tu as raison. En fait, ça me va pour l'activation de la 5e année. Mais si tout d'un coup, fin de 4e année, la 4e année, évidemment, s'il est du même type de niveau, on va dire. Moi, une signature à un contrat à la Sam Darnold me choquerait pas. Parce que s'il nous quitte, c'est pas pour avoir un contrat à 50 millions l'année quelque part. C'est pour être backup et donc ou venir faire de la concurrence et avoir pareil un contrat à la 25-30 millions l'année. Donc le 25-30 millions l'année pour Bryce Young, moi me choque pas. C'est le genre de prix à la rigueur je serais capable de mettre. D'où la 5e option. Si c'est bien ce prix-là, c'est bon. C'est le range qui me va bien. Ça te permet de voir venir et ainsi de suite. Mais tu peux te poser la question
de ce que tu fais en 4e année. Est-ce que c'est pas le genre de quarterback que tu acceptes de payer 25 millions l'année sur 3 ans, typiquement. Mais donc activer la 5e année en option, la 5e année, même après une mauvaise prestation en playoff, bon, je pense que ça n'aura pas d'incidence. Non, je pense pas, surtout qu'en plus, mine de rien, pour faire une mauvaise prestation en playoff, ça veut dire qu'il y a eu une qualif en playoff et que Mm. du coup, voilà, lui aussi, il est dans la progression et mine de rien, il a confirmé là aussi sur la deuxième moitié de saison, un petit peu comme l'an dernier, hein. Il a démarré l'année, on était un peu déçus parce qu'on avait des attentes justement après avoir vu ce qu'il nous avait montré la fin de saison dernière. Et là, sur la deuxième moitié de saison, quand même, on a vu une progression, hein, même si les 2 derniers matchs sont moins, enfin surtout le match de Seattle, mais il y a les derniers n'étaient pas forcément tous roses. Mais voilà, je pense qu'il a fait le nécessaire pour donner confiance au front office et au staff dans l'idée de lui donner sa 5e année. Et après, voilà, on verra s'il faut le prolonger sur 3-4 ans. Ça, ce sera une question pour l'année prochaine. D'ici là, on a donc le match face aux Rams, premier tour wildcard des playoffs, samedi 22h30 au Bank of America Stadium, comme on le disait. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose dessus ou alors on a fait le tour tout à l'heure quand on a répondu à la question de GG? Non, je pense qu'on a fait le tour. Il y a peut-être un petit point important par rapport à l'avenir. On a parlé de Bryce Young. Est-ce que le match de playoff va avoir une incidence sur Bryce Young? Moi, il y en a un que je vais regarder tout particulièrement, c'est Ike Mekwanu. Parce que l'air de rien, le pépère, va falloir prendre une décision, hein. Est-ce que c'est ton left tackle du futur ou non? Et un left tackle du futur, il est capable de gérer des matchs à enjeu aussi. C'est pas que le quarterback, hein. C'est également sa ligne et notamment son left tackle. Et moi, il m'inquiète encore un peu, Ike Mekwanu, sur beaucoup de plays. Et sur cette fin de saison, je l'ai trouvé fatigué, un peu comme toute la O-line d'ailleurs. Donc, je vais particulièrement regarder Ike Mekwanu face à cette très forte défense des Rams. Donc, on va bien voir. Mais il y a un beau duel là et je pense que lui doit avoir la pression aussi. Ouais, parce que tu mentionnais Damien Lewis et Ike Ekwonu, c'est les deux hein, qu'on fait toute la saison sur la ligne. Autant à droite, il y a eu des blessures et des matchs manqués, mais eux deux, ils ont été là du début à la fin, donc c'est plutôt une bonne chose. Généralement, quand tes linemen offensifs sont pas blessés, t'es content. Mais c'est vrai que là, sur ces dernières semaines, c'est un peu plus dur. Moi, je maintiens, enfin, je te rejoins avec les questions sur Ekwonu. Je pense il est bon quand il a un très bon garde à ses côtés, ou un bon garde à ses côtés en tout cas. Et je sais pas je sais pas si tout seul, enfin en tout cas si le garde à côté de lui est moins bon, je sais pas si j'aurais autant confiance Ouais. tu vois, dans son truc. Donc c'est pour ça, lui il a son option qui est activée hein, pour le coup. On a vu Charles Cross, le left tackle des Seahawks, qui avait été drafté 2 ou 3 places après Konu, qui vient de signer une extension de contrat là, 100 millions sur 4 ans de mémoire. Donc voilà, ça devrait être dans ces eaux-là aussi que ça va se jouer pour Ekwonu s'il est prolongé. Mais effectivement, comme tu le dis, ça risque d'être un match important pour lui. Je ne peux pas te laisser sans te demander bien évidemment ton petit pronostic sur ce match. Panthers, Rams, Wildcard, comment est-ce que stop ou encore sur les Panthers cette saison? Stop, mais serré. Euh, je pense que je vais essayer d'être le plus réaliste possible et je vois bien quelque chose comme un 27-20 pour les Rams. Davante Adams revient ou pas? A priori, devrait être là. Ouais. Ouais. Il était limited au dernier, enfin à l'entraînement d'hier. Donc, a Ouais. priori, il est en tendance pour être là. Ah, c'est la mauvaise nouvelle. Ouais, ça va être très compliqué. Je pense aussi que ça va se finir dans ces eaux-là et j'espère, moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'on prenne pas une roustasse. Parce que c'est vrai que Mhm. là, pour le coup, tu vois, tu te qualifies à 8-9. Alors déjà, t'es raillé parce que t'as un bilan négatif et tout. Donc j'aimerais bien qu'on évite de prendre 25 points d'écart.
Mais écoute, il se passe tellement de choses improbables autour des Panthers cette saison que pourquoi pas une petite victoire à l'arrache, tu vois, avec un field goal de Fitzgerald à la dernière seconde. Ce serait beau ça. Un petit 24-21 ou 27-24, tu vois, dans ces eaux-là. Pourquoi pas. Voilà. Que tout attiste entende, comme on dirait chez Astérix. On va croiser les doigts pour ça. Et on se donne rendez-vous donc samedi soir à 22h30 pour suivre ça. Merci Franz d'avoir enregistré avec moi. Avec un grand plaisir, Guillaume. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et bon match dimanche, samedi, profitez bien. Ciao. Keep pounding.